On parle de plus en plus de la sortie de la crise sanitaire et de certains dossiers que l'on a figés dans le marbre en attendant et qu'il va bien falloir traiter, et oui, en vue de 2022. La fiscalité, particulièrement la fiscalité du patrimoine, en fait partie, alors qu'une proposition de loi sur la réforme des successions sera examinée demain à l'Assemblée. Bonjour Raphaël Legendre. Bonjour Julien. Journaliste économique à l'Opinion. L'Opinion qui publie donc en exclusivité une note signée François Ecal, le spécialiste qu'on connaît, François Ecal. Exactement, des finances publiques qu'on ne présente plus donc, Absolument. et qui nous dit la chose suivante. Oui, la France n'est plus le premier pays qui taxe le plus le capital en Europe depuis la transformation de l'ISF, mais ne nous réjouissons pas trop vite quand même, c'est un peu l'idée. Oui, on est deuxième, on est passé de premier à C'est deuxième. ça, voilà. Effectivement, oui. Alors François Ecal, président du site fipeco.com, qui est .fr, pardon, qui est bien connu de tous les aficionados des finances publiques, publie une note assez intéressante dans la mesure où il a comparé l'évolution des recettes fiscales entre 2016 et 2019, c'est-à-dire grosso modo depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette note? C'est qu'effectivement, alors c'est pas vraiment une surprise, Oui. la France continue d'être surtaxée par rapport à la moyenne Et on y européenne. reviendra. On paye 120 milliards, 5 points de PIB. Ça ne parle pas à grand monde, c'est 120 milliards d'euros d'impôts, de taxes et de cotisations sociales payés en plus Oui. par les Français par rapport à la moyenne De la de zone nos euro. amis de la zone euro. C'est 126 milliards de plus que les Allemands ou 155 milliards de plus que l'Union européenne. Là-dedans, vous avez la fiscalité du capital, effectivement, qui est très intéressante parce que ça a été un marqueur du début Évidemment. du quinquennat d'Emmanuel Macron. On se souvient de la suppression de l'ISF, de la mise en Ça place. nous avait coûté combien de la suppression de l'ISF à la C'était transformation? 3 milliards, c'était environ 3 milliards, moins que prévu. L'ISF, c'était 5 milliards, 5 milliards et demi. Mais comme Emmanuel Macron a maintenu une forme d'ISF uniquement sur l'immobilier en recréant l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui rapporte environ 2 milliards d'euros, ça a coûté 3 milliards, la réforme de la fiscalité du capital. Donc pas grand-chose au vu de l'ensemble des recettes publiques qui dépassent les 1000 milliards d'euros. Je rappelle, c'est moins de 3% cette réforme. On pouvait donc imaginer que la fiscalité du capital deviendrait plus attractive avec la suppression de l'ISF pour les actions, la mise en place du prélèvement, peut-être la mesure la plus importante, qui est le prélèvement forfaitaire unique, cette flat tax de 30%, charges sociales et impôts comprises, sur les actions, sur vraiment le capital financier, qui là a eu un véritable effet d'entraînement sur l'attractivité d'abord français et sur l'investissement des entreprises. Mais ce n'est pas tout. Le capital, c'est aussi l'immobilier. Et ça, l'immobilier reste très taxé en France. Et c'est ça qui explique qu'on ne soit passé que de la première À la deuxième place. à la deuxième place en termes de recettes pour la fiscalité du capital. Justement, transformation et non pas effectivement suppression, même si Et ça a oui. un peu changé de nom de Et oui. l'ISF. C'est quoi les prélèvements sur le capital finalement qui ont augmenté dans ces temps-là? On parlait beaucoup à une époque de la taxe foncière notamment, qui avait beaucoup... Et oui, bien sûr, c'est l'immobilier qui a été bel et bien taxé et de plus en plus depuis 2016. François Ecal a fait les comptes sur les DMTO, les droits de mutation à titre obligatoire. Onéreux. Vous savez, c'est les fameux frais de notaire qu'on paye quand on a une transaction immobilière. Dont les C'est notaires une récupèrent pas beaucoup augmentation, d'ailleurs. donc très peu. C'est l'État effectivement qui se le met dans la poche. C'est une augmentation de 4,2 milliards d'euros entre 2016 et 2019. Sur 3 ans. Vous avez eu aussi la taxe foncière qui a rapporté 4 milliards d'euros de plus. Et puis les droits de succession, là, les taux n'ont pas bougé. Mais les montants des successions, peut-être, là, c'est un effet assiette qui ont augmenté de 3 milliards d'euros entre 2016 et 2019. Mais sur les droits de succession, typiquement, est-ce que c'est, j'allais dire, entre guillemets, si grave que ça, les droits de succession? C'est un tiers des successions seulement qui sont taxées. Oui. C'est 3%, je crois que c'est marqué dans la note d'ailleurs, en moyenne 3%. On taxe que les riches ou les ultra-riches, là, non, quand on fait ça? On taxe plutôt les plus riches dans la mesure où, en plus, vous avez un abattement de 100 000 euros, effectivement, qu'on peut en plus répéter tous les 15 ans. Donc ça, effectivement, en réalité, supprime plus de la moitié des successions en France. Il n'empêche qu'on voit que les recettes ont augmenté au fil des ans. 2016, 2019, 3 milliards d'euros de plus.
On pourra peut-être parler de la proposition de loi des socialistes présentée demain, effectivement. Justement, comment ça. vous regardez cette proposition? Donc, Christine Pires-Beaune, députée socialiste, qui nous dit qu'il faut réformer la fiscalité des successions. Le mérite doit payer plus que la rente. C'est grosso modo un peu la formule qu'elle utilise. Un projet qui prévoit, on va le dire, on supprime toutes les exemptions. Oui. On reçoit jusqu'à 300 000 € sans payer d'impôt de patrimoine tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Et ensuite, on met des tranches qui montent. Alors comment c'est accueilli d'ailleurs? C'est un débat. Alors, c'est accueilli d'abord. C'est une proposition de loi, donc c'est à l'initiative des députés socialistes et notamment Christine Pires-Beaune, vous l'avez cité. C'est une proposition de loi qui doit être présentée demain, soit en séance publique, soit en commission. Vu l'agenda surchargé de nos députés en ce moment, il y a peu de chances que ce soit en séance publique. Mais c'est un vrai débat qui agite régulièrement et pourquoi ça arrive maintenant d'ailleurs? Pourquoi ça arrive maintenant? Parce qu'on arrive en fin de quinquennat et que c'est souvent quelque chose qu'on agite au moment des débats en amont de la présidentielle. La campagne a commencé. Souvenez-vous, en 2016, déjà, France Stratégie avait publié une note très intéressante sur les différents moyens de transformer les successions. C'est un débat qui avait agité aussi le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui lui avait refermé le sujet parce que c'est un débat passionné en France, sur lequel on a un peu de mal à poser les données objectivement autour de la succession. On parle beaucoup des inégalités de revenus en France qui n'ont pas réellement changé depuis 30 ans. Ça n'est pas le cas pour les inégalités de capital, puisqu'effectivement, 10% des Français possèdent 50% du capital en France. Et l'un des moyens de transformer ça, c'est effectivement par les droits de succession. Et là, vous avez deux écoles. Ceux qui pensent qu'on a travaillé toute sa vie et on a le droit, de transmettre un capital à ses enfants. C'est aussi pour ça qu'on travaille. Et une vision un peu plus macroéconomique qui indique qu'effectivement, notamment avec l'envolée des cours boursiers, c'est 15-20 dernières années, vous avez une augmentation des inégalités dans la détention du capital qui existe, qui est réelle. Et pour une véritable égalité réelle des chances au départ, on devrait remettre à plat un peu ces inégalités de capital pour les redistribuer au départ de la vie. Est-ce que cette volonté de desserrer les taux sur ces questions, alors la succession, mais de manière générale sur la fiscalité du patrimoine, est-ce que c'est purement aujourd'hui simplement une question de volonté politique, une question de marqueur politique aussi? Ça peut être un marqueur politique, très clairement, mais je ne suis pas sûr que même le PS au pouvoir s'attellerait à un dossier aussi chaud. Il y a une question de préparation de l'opinion publique autour de ces sujets. Et on voit qu'aujourd'hui, l'opinion publique française est vraiment arc-boutée sur sa position et ne veut pas de réforme des successions. Mais quand on voit la position et quand on voit surtout les conséquences de l'épidémie de Covid-19, notamment sur nos finances publiques, on en parle régulièrement. On parlait de l'ISF au début de cette interview. Rétablir l'ISF ou une imposition similaire, est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de candidats ou presque tous les candidats présidentiables y pensent? C'est un débat qui va revenir dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est évident. Bruno Le Maire n'arrête pas de dire qu'il n'augmentera pas les impôts, il ne le fera pas. Est-ce que tous y pensent, y compris Macron? Mais il faudra rembourser la dette, disent-ils, après. Il faut couper la tête à ce canard, c'est 3 milliards d'euros, on l'a dit, c'est 3 milliards d'euros. Sur les 178 milliards de déficit public. On va arriver à 3 000 milliards de dettes en 2023 au début du prochain quinquennat. Ce n'est pas à coût de 3 milliards d'euros que vous rembourserez quoi que ce soit. La dette, aujourd'hui, elle a été rachetée par la BCE, elle est au bilan de la BCE, elle ne coûte rien aux États, on ne le dira jamais assez, car les dividendes, la charge d'intérêt de la dette que nous versons à notre banque nationale, la Banque de France, est reversée par la Banque de France à Bercy chaque année en dividendes. C'est donc une dette qui ne coûte rien. La dette Covid est tout à fait supportable. On peut la faire rouler. Donc ne rentrons pas dans ces débats qui existeront dans la campagne présidentielle sur taxons les riches, taxons nos grandes entreprises. Il faut au contraire relancer la croissance, ce qui sera le meilleur des moyens de baisser la dette, puisque la dette se calcule sur le PIB, je le rappelle, sur la croissance. Sur notre question de la fiscalité, desserrer les taux d'un côté, il faudra forcément récupérer de l'autre. Est-ce que la question de l'épargne, on a encore vu récemment que les Français ont énormément épargné en 2020. Ce n'est pas les seuls, bien évidemment, dans la zone euro, aux États-Unis aussi. Est-ce que, par exemple, on va commencer à les regarder un petit peu aussi de ce côté-là? Est-ce que ça peut être aussi parmi les thèmes qui vont arriver progressivement et dont on parlera pendant la campagne? On le voit aussi dans la proposition de loi de Christine Pires-Beaune. Il y a l'idée de s'attaquer à l'assurance vie, pas uniquement aux successions. L'assurance vie, je le rappelle, ça fait vous avez un que abonnement à hauteur de 152 500 euros si vous les versez avant 70 ans.
cet abattement, il est régulièrement attaqué par les parlementaires. Il est aussi régulièrement repoussé. Le lobbying de l'assurance est très fort. Il y a un soutien pour le maintien de ce privilège fiscal très fort aussi au Sénat. À chaque fois. Donc c'est un débat qui va rentrer dans la campagne, c'est une évidence. L'assurance vie avec l'immobilier sur le bien propre est aussi le dernier espace de liberté fiscale, si je puis dire. Donc c'est probablement un sujet qui sera attaqué au moment où on commencera à parler remboursement de la dette. Allez, en 30 secondes avant de se quitter, mais qu'est-ce que ça dit, si on fait un peu de philo, un peu de socio, qu'est-ce que ça dit finalement aujourd'hui de notre fiscalité en France, notre rapport finalement à la création de richesses, à la conservation, à la transmission de patrimoine? Ça raconte des choses quand même. Ça dit beaucoup de choses sur la France. Vous savez, la France n'a jamais beaucoup aimé la bourse, n'a jamais aimé beaucoup le capital de manière générale. Après, on pourrait philosopher effectivement des heures sur les origines peut-être chrétiennes du rapport à l'argent, qui n'est pas le même avec l'Europe du Nord ou les protestants. On n'ira pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que le débat va continuer et voire même s'intensifier probablement dans le cadre de la campagne présidentielle qui commence. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion, merci. Merci Julien. Venu aujourd'hui sur Boursorama en direct. À bientôt.